Savez-vous que seulement 0,3% de toute l'eau douce de la planète est disponible pour l'homme? Oui, j'ai bien dit seulement 0,3%. Le reste, ce sont des nappes souterraines et les glaces des pôles qui sont inaccessibles. Si on considère la disponibilité en eau douce par État, exprimée en mètres cubes par personne et par an, on est en situation de confort lorsque l'on dispose de plus de 2500 mètres cubes par personne et par an. Or, pour ces États du Proche-Orient, régions arides et semi-arides, les habitants sont soit en situation de vulnérabilité, avec moins de 2500 mètres cubes par an et par personne, soit en situation de stress hydrique lorsqu'ils disposent de 1000 mètres à 1700 mètres cubes par personne et par an, soit en situation de pénurie avec moins de 1000 mètres cubes par personne et par an. Nous allons maintenant nous intéresser à la situation de la Jordanie. Vous allez donc étudier les problématiques liées à la question de l'eau et de l'agriculture dans la vallée du Jourdain, ce fleuve qui sépare Israël et la Jordanie. Je vous laisse regarder un reportage afin de mieux comprendre ces questions. Je survole maintenant la vallée du Jourdain. C'est toujours la même histoire. Ici, les eaux du fleuve ont été détournées pour irriguer les champs et alimenter les villes. Le résultat, c'est que le débit du fleuve a été divisé par 20. Et une infime partie de ces eaux parvient encore jusqu'à la mer Morte. 41% des terres de la planète sont des déserts ou des quasi-déserts. C'est fou ce qu'il y a comme eau par terre. Regarde, on est en plein désert. On dirait des marécages. Il y a un gâchis d'eau inouï. Oui, c'est important de le rappeler. Nous sommes au milieu du désert. Il n'y a pas de rivière et il n'y a pas de lac. Alors d'où vient l'eau qui permet de cultiver ces immenses surfaces? L'eau qui rend possible ces cultures se trouve sous mes pieds. C'est une nappe phréatique. Malheureusement, cette nappe n'a pas le temps de se reconstituer car elle est faite d'eau fossile, c'est-à-dire très ancienne. L'homme est en train de dépenser en quelques dizaines d'années ce qui a mis des millions d'années à se former. Mais est-ce que les Jordaniens ont le choix? Ils n'ont pas d'eau et ils importent déjà près de 97% des céréales qu'ils consomment. Ces nappes phréatiques qu'on gaspille partout dans le monde, on les pollue aussi. Il y a toujours un chiffre qui m'épate quand on parle d'eau, c'est que 70% de l'eau douce utilisée dans le monde sert à irriguer des terres agricoles. Mais parfois cette eau, on la gaspille. Voyez vous-même au milieu du désert du Wadi Rum en Jordanie. Ces canaux qui occupent toute la largeur de la vallée sur des centaines d'hectares. Mais à quoi ça sert? Je ne peux m'empêcher de penser qu'en France, nous nous comportons aussi comme des riches, des milliardaires en eau. Rien que pour se nourrir. Un Français consomme, sans s'en rendre compte, 4000 litres d'eau par jour. Pour un simple steak. Si on tient compte du maïs irrigué qui a nourri le bœuf jusqu'à mon assiette, il aura fallu 2000 litres d'eau. Nous y sommes, la mer la plus salée du monde. Mais son niveau baisse d'1 mètre par an. Depuis 50 ans, cette mer a perdu 30% de sa superficie et les experts estiment sa disparition en 2050. Bonjour Julie. Bonjour. Julie, pourquoi la mer Morte disparaît? La mer Morte disparaît parce qu'on a rompu un équilibre qui était millénaire. C'est-à-dire que chaque année, l'eau de la mer Morte disparaissait par évaporation, parce qu'il fait très chaud ici en été. Mais cette quantité perdue par évaporation était rendue à la mer Morte par le fleuve Jourdain, qui est son seul affluent. Depuis une cinquantaine d'années, Israël a détourné les sources Jourdain et la Jordanie aussi, essentiellement pour développer l'irrigation à grande échelle. Donc le fleuve Jourdain n'est plus capable d'acheminer la quantité d'eau nécessaire pour remplacer l'eau perdue par évaporation. D'autre part, en aval, le phénomène d'évaporation est accéléré par deux compagnies qui littéralement traitent la mer Morte comme une mine et qui acheminent l'eau que nous voyons ici par un canal vers des bassins d'évaporation pour accélérer ce processus d'évaporation et récupérer les sels.
Les sels dissous dans la mer Morte contiennent de grandes quantités de potassium, de brome et de magnésium. Ces matières premières sont très recherchées par l'industrie chimique et sont exploitées à grande échelle par Israël et la Jordanie. Regardez comme c'est drôle. Dans la mer Morte, il y a tellement de sel qu'on peut flotter sans savoir nager. J'ai vu qu'il y avait énormément de touristes qui se baignaient dans la mer Morte. Et en même temps, on me dit qu'elle est très polluée, là. Je ne comprends pas très bien. Mais c'est que depuis le développement de l'irrigation et de l'agriculture à échelle industrielle dans la vallée de la mer Morte, on a évidemment les ruissellements des eaux agricoles usées vers le fleuve Jourdain, qui sont les seules eaux qui finalement maintenant sont acheminées encore vers la mer Morte. Elles sont évidemment très chargées en insecticides, en pesticides, en engrais, et il n'y a pas d'évacuation possible, puisqu'ici c'est le terminus. Nous allons maintenant regarder un second reportage. Il donne des précisions sur l'utilisation de l'eau en Jordanie et évoque quelques solutions mises en place par les Jordaniens pour répondre à la pénurie d'eau. Je vous laisse écouter. L'eau est rare en Jordanie. Il est l'un des 10 pays ayant les plus faibles ressources en eau de la planète, d'où la difficulté à approvisionner la population. En moyenne, un Jordanien consomme 5 fois moins d'eau qu'un Européen. Selon le dernier rapport de l'Organisation des Nations Unies, la Jordanie peut fournir 150 mètres cubes d'eau par personne et par an. Certains experts prévoient qu'en 2025, il ne pourra en garantir que 90 mètres cubes. Dans ce pays désertique, la pénurie en eau se ressent à la ville comme à la campagne. Cet agriculteur a trouvé une parade. Il a choisi d'utiliser des serres pour mieux gérer ses ressources hydriques. Nous avons assez d'eau seulement pour la moitié de nos terres, voire moins. Donc à cause de ce manque d'eau, beaucoup d'agriculteurs quittent leurs terres. Les agriculteurs utilisent 70% des besoins en eau du pays, de l'eau qui ne provient plus du Jourdain mais des barrages, et même ces sources d'eau commencent à manquer. La Jordanie possède bien des projets hydrauliques, comme celui du transfert des eaux de la mer Rouge à la mer Morte via un canal de 250 km et la construction d'une station de désalinisation, mais son prix coûteux bloque sa réalisation. Il y a pourtant urgence, la demande en eau est en constante augmentation, du fait notamment de la croissance démographique importante et de l'afflux des réfugiés syriens sur le sol jordanien. Pour terminer, nous allons réfléchir à la question de l'accès à l'eau à l'échelle du monde à l'aide d'un dernier reportage. Amman, Pékin, Le Caire, Mexico. Savez-vous qu'on manque d'eau dans la moitié des plus grandes villes du monde ? Le plus désolant, c'est que 30 à 50% de l'eau distribuée est perdue à cause des fuites dans les canalisations. L'accès à l'eau potable est largement insuffisant parce qu'on a quand même quasiment un septième de la population qui n'a pas d'accès. On est 7 milliards d'habitants dans le monde, il y a à peu près 1 milliard de personnes qui n'ont pas l'accès à l'eau potable. Ne pas avoir accès à l'eau potable, ça veut dire que ça contribue à la malnutrition et ça contribue à des maladies. Il y a beaucoup d'enfants, plus d'1 million d'enfants par an meurent par manque d'eau potable. Pasteur disait on boit ces maladies. 90% des maladies viennent de ce qu'on boit. Quand vous regardez dans l'histoire, il n'y a pas eu de guerre de l'eau. Il n'y en a pratiquement pas eu. Au moment de la première guerre Koweït-Irak en 90, la Turquie, qui était dans l'alliance occidentalo-arabe, n'a pas utilisé ces barrages du Tigre et de l'Euphrate pour faire pression sur l'Irak. Il y a des problèmes qui sont liés à deux choses. La plupart des fleuves sont transnationaux. Alors quand vous réfléchissez en termes de mentalité, quand on habite dans un pays, on pense que le fleuve c'est à moi. Non, le fleuve, il peut traverser plusieurs pays. Il faut des accords entre les États, de partage des débits de l'eau, de propreté du fleuve, donc tous les problèmes de pollution. Il va y avoir des pollutions en amont qui se retrouvent en aval. Donc c'est un problème stratégique et géopolitique. Et on voit qu'il y a certains groupes d'États qui arrivent à passer des accords et d'autres qui ne le passent pas. La gestion des eaux du fleuve Jourdain entre Israël et ses voisins a toujours été une question sensible et une source de rivalité. Depuis les années 60, les Israéliens détournent depuis le nord du pays les eaux du fleuve
vers le désert du Negev au sud. Chaque année, 320 millions de mètres cubes d'eau sont détournés au détriment de la Jordanie. Cette situation est bien entendu une source de tension entre Israël et ses voisins.